Bien, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'accueillir Denis Vidal aujourd'hui pour cette conférence. Alors, comme de nombreux anthropologues, Denis Vidal a à la fois un terrain de prédilection, et ce terrain, c'est l'Inde qu'il a parcouru depuis les années 80. Denis Vidal donc, était anthropologue. Il était à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. Donc c'est en Inde qu'il a mené de nombreux travaux, dont la conférence qu'il va prononcer et le prolongement. Et il a également une autre compétence comme anthropologue, qui est l'anthropologie des techniques. Moi, j'ai rencontré Denis Vidal non pas à cause de l'Inde, mais à cause des robots, puisqu'il a été l'un des commissaires en 2016 d'une exposition au musée du Quai Branly Jacques Chirac qui s'intitulait Persona, dans lequel Denis faisait circuler un robot qui s'appelait Berenson. C'était un robot qui est amateur d'art. Donc, si vous tapez Berenson, vous verrez que Denis s'est intéressé à la robotique. Alors, ça peut paraître étonnant, mais c'est très courant chez les anthropologues de s'intéresser à la fois à des choses qui peuvent nous paraître très anciennes et très contemporaines. Il nous expliquera que cette notion du temps est peut-être justement peut-être trop historienne et pas assez anthropologique. Et Denis, toujours dans cette veine d'anthropologie des techniques, a été le commissaire de la section permanente de robotique à la Cité des Sciences de la Villette. Il va nous parler d'une passion plus récente, qui est celle des cargos à voile, qu'il a concrétisé de plusieurs manières. On avait fait une projection, donc là aussi au Quai Branly, d'un film que Denis a réalisé, qui porte le même titre que la conférence, qui s'appelait « De bois et de vent ». Donc un film qui avait été produit par l'IRD, une anthropologie du retour de la propulsion vélique ou de sa présence permanente dans d'autres régions du monde, comme en Inde. Alors donc ce film d'ailleurs est en accès libre sur le site de l'IRD, de même qu'est en accès libre le PDF du livre que je vais faire circuler, Wildcraft, donc sur les cargos en bois dans le sud de l'Inde, qui est donc un autre produit de ce travail. Voilà, donc Denis, on te cède la parole pour nous parler de cette anthropologie des techniques et d'anthropologie maritime dans le sud de l'Inde. Très bien. J'espère que je vais pouvoir, que ma voix va se conserver jusqu'à la fin de la conférence, parce qu'on en parlait avec madame. On est tous les deux, enfin, on est grippés, donc j'ai été grippé, donc j'ai peut-être, ma voix n'est pas aussi assurée que j'aimerais qu'elle le soit. Merci Vincent, et merci à vous tous. C'est un privilège de l'anthropologie de découvrir de nouveaux milieux et des gens souvent passionnants à l'occasion de chaque nouveau terrain, mais ça l'est aussi, après qu'on ait fait un terrain, de dialoguer avec les spécialistes du domaine étudié et d'apprendre beaucoup d'eux. C'est pourquoi je voudrais d'abord vous remercier tous de m'accueillir parmi vous, et aussi je dois dire, avec beaucoup d'humilité, parce que je suis vraiment un néophyte par rapport à vous tous dans le domaine maritime. Vincent ne l'a pas dit, mais en fait, l'essentiel de ma recherche en Inde s'est fait dans l'Himalaya, donc vous voyez, dans un univers totalement différent. Voilà, donc cet intérêt pour les bateaux, pour la mer, est relativement récent, il date d'une dizaine d'années. Mon intérêt pour la construction navale est en effet relativement récent. Il était lié à ma fascination pour la découverte d'un chantier à caractère artisanal dont l'existence est pratiquement inconnue, même au Tamil Nadu, donc dans le sud de l'Inde, la région où nous avons travaillé. Cette sorte de chantiers, qui sont peu nombreux à se maintenir en Inde, se situe plutôt en effet sur sa côte occidentale, c'est-à-dire au Kerala, au Gujarat ou au Kutch. Aussi, après avoir eu la chance de rencontrer un chercheur indien, Balu Subramaniam, avec qui j'ai fait toutes mes recherches, et qui était aussi attiré par l'idée de s'intéresser à ce chantier,
nous nous sommes investis dans son étude de manière intermittente, mais pendant une période bien plus longue que je ne l'avais envisagé au départ, c'est-à-dire pendant à peu près une dizaine d'années. C'était important parce que ça nous a donné la chance de voir construire devant nos yeux des cargos en bois qui étaient faits sans aucun plan préalable et dont la taille pouvait aller jusqu'à 1 millier de tonnes, avec des méthodes très proches, comme je pourrais le montrer, ou comme je le montrerai un tout petit peu, de celles dont on trouve des témoignages écrits à partir du XVIe siècle en Europe. Cela confirmait l'importance d'un point dont Eric Ries, qui est un de vos collègues, a souligné l'importance. C'est le fait que la mise en œuvre des méthodes de l'architecture navale, basée sur l'usage de plans telle qu'elle s'est développée à partir du XVIIIe siècle en Europe, s'est répandue en réalité de manière beaucoup moins systématique et beaucoup plus progressive qu'on a souvent tendance à le penser. Et cela est plus vrai encore, bien sûr, ou peut-être pas bien sûr, en dehors du contexte européen. Nous avons ainsi essayé de démêler avec difficulté, voilà les bateaux, je vous montre quelques images. Voici les cargos en train d'être faits. Et donc, nous avons essayé de démêler, avec difficulté, je l'avoue, la combinaison compliquée de gestes et de géométrie empirique qui servent à définir les courbes des membrures de ces navires. De ce point de vue, je dois dire que je n'envie pas les spécialistes d'archéologie marine, dont je sais qu'il y a certains ici, qui doivent reconstituer ces gestes à partir des seuls restes des navires. J'ai trouvé que même en voyant faire, c'était extrêmement compliqué de comprendre toute la logique de ce qui était fait. Et nous avons pu aussi documenter l'usage de treillis de lisse en bambou pour définir d'autres segments de leur charpente. C'est une pratique dont je n'ai pas encore trouvé d'autres exemples en Inde ou ailleurs, mais certains d'entre vous pourront peut-être m'éclairer à ce sujet. Je vais vous montrer un peu juste des images. Ça, c'est un extraordinaire charpentier de marine qui nous a accompagnés pendant toute notre recherche. Donc là, c'est la fabrication des membrures. Donc. Voilà les lisses, donc ces espèces de treillis en bambou qui servent à reconstituer, à faire la partie avant des navires. L'intérêt ethno-historique de ce chantier justifie ainsi à lui seul l'intérêt qu'on peut lui porter, mais n'étant pas historien de formation, c'est un autre aspect de cette recherche qui a également retenu mon attention. J'ai été fasciné d'emblée par le contraste existant entre le caractère très traditionnel des techniques utilisées pour construire ces cargos, qui ont été transmises sur la longue durée par le biais de la fabrication des bateaux de pêche, et le caractère beaucoup plus récent de l'invention de ces derniers. C'est seulement en effet, durant la première moitié du XXe siècle, que l'on a commencé de les construire dans quelques-uns des ports de la région, c'est-à-dire, comme vous le savez, à une époque où les cargos à voile et en bois disparaissaient le plus souvent dans la plus grande partie du monde. Ainsi, le paradoxe que nous avons cherché à résoudre était de savoir pourquoi la construction de cargos en bois et à voile avait bien pu se développer à une époque aussi tardive ou aussi récente, ça dépend d'où on part, sur cette côte indienne, à contre-courant de tout ce qu'on pouvait constater ailleurs. Comprendre non seulement les raisons de l'existence de ces cargos, mais aussi celles du succès paradoxal de ces chantiers navals, a été un des fils rouges de notre recherche, à même titre que l'étude du détail de leur fabrication. Il faut savoir en effet que depuis leur invention jusqu'à ce jour, on a construit approximativement 500 d'entre eux, d'après nos calculs, qui sont d'une capacité moyenne de 250 à 350 tonnes dans les chantiers navals, dans 2 chantiers navals de la région, Taïkal et Tuticorin. Le nombre n'est pas négligeable si on le compare avec la construction en France de navires de même taille à l'époque des cargos en bois. J'ai lu en effet que 300 à 400 grands voiliers sont sortis du principal chantier de Nantes
du Bijon entre 1760 et 1905 et 200 à 300 d'entre eux dans le plus grand chantier naval de Bordeaux, Bacalan, entre 1821 et 1910. Donc 500, ce n'est pas négligeable. Il est aussi intéressant de noter, pour apprécier le développement de ce chantier naval, qu'il existait localement moins d'une dizaine de charpentiers de marine avant leur invention dans les années 1950. Mais plus de 500 d'entre eux étaient répertoriés au début de ce siècle, donc il y a 25 ans. Et près d'1 millier d'artisans étaient associés d'une manière ou une autre à leur fabrication, qui se recrutaient presque sans exception dans les 4 à 5 villages de pêcheurs avoisinants et qui s'étaient formés sur le tas en une génération ou deux. C'est déjà un point, à mon avis, essentiel, c'est la rapidité avec laquelle on assiste à cette spécialisation. Ainsi, au cours de cette communication, plutôt que de reprendre l'analyse de la construction de ces cargos en bois, que nous avons décrite en détail dans l'ouvrage qui circule, et je vais me concentrer sur les raisons qui ont conduit à leur invention au XXe siècle et qui leur ont permis de prospérer jusqu'à aujourd'hui. Puis j'essaierai d'en tirer quelques implications d'ordre plus général, je l'espère, en m'aidant d'une comparaison avec le retour de l'énergie éolienne que l'on voit s'esquisser désormais dans la marine marchande en Europe. Nous avions eu la chance... Ça va le son? Quoi? On m'entend pas assez? Vous m'entendez comment? Il faut les rapprocher, vous parlez plus fort. Alors, dites-le moi hein, s'il y a un problème. Alors, nous avons eu la chance de nous lier d'amitié au cours de notre enquête avec 2 hommes exceptionnels. Je vais essayer de parler plus fort aussi. L'un, Kathiravan, était un charpentier de marine, un des charpentiers de marine les plus réputés du sud de l'Inde, et il nous a aidés tout au long de notre recherche. Et Ayadurai, qui est décédé, malheureusement, était un petit armateur local, mais qui avait joué un rôle central dans la réinvention de ces cargos sur ce site. Taïkal est le chantier naval où l'essentiel des cargos en bois ont été construits presque sans interruption des années 1950 jusqu'à nos jours. Tuticorin, alors ça c'était pour montrer, je vous montre là des détails de la construction, la fabrication des hélices. Donc, Tuticorin, situé à la pointe extrême du sous-continent indien, est le second de ces chantiers navals. C'est là où ces derniers ont été inventés juste après la Première Guerre mondiale. Mais contrairement à Taïkal, on a cessé d'en construire depuis une vingtaine d'années, même si une activité importante de radoux s'y pratique encore. Alors, pour comprendre l'origine de l'existence de ces chantiers navals, il faut savoir d'abord que durant la période coloniale, et peut-être avant, des communautés de pêcheurs au Tamil Nadu avaient pris l'habitude d'accroître les revenus qu'ils tiraient de la pêche en transbordant passagers et marchandises depuis les bateaux de passage jusqu'au quai et jusque dans les ports de la région. Il n'y a en effet encore aujourd'hui que 2 ports en eau profonde au Tamil Nadu, Chennai et Tuticorin. Certaines de ces familles de pêcheurs s'étaient spécialisées dans cette activité et pouvaient en retirer des revenus importants. C'est ainsi qu'une famille d'armateurs de Tuticorin, qui était censée posséder une centaine de barges dans les années 20, a joué un rôle déterminant dans la réinvention des cargos en bois au début du siècle dernier. Il faut dire aussi que le nombre de barges s'était alors beaucoup accru du fait de l'accroissement d'activité qui accompagnait la Première Guerre mondiale. Mais après cette dernière,
et surtout après l'indépendance de l'Inde, une conséquence indirecte des changements économiques et politiques en cours a été un déclin important, drastique même, de l'activité des ports secondaires dans le sous-continent indien. C'est un désastre économique pour les communautés de pêcheurs investis dans le transbordement des marchandises et aussi pour les petits armateurs locaux enrichis grâce à cette activité. Cependant, les plus importants d'entre eux, les plus entreprenants aussi, surréagirent à la situation avec des résultats sûrement plus heureux que ce qu'ils devaient s'attendre au départ. Ainsi, après la Première Guerre mondiale, quelques-uns de ces armateurs, bientôt suivis par la majorité d'entre eux, ont eu l'idée de se convertir progressivement au transport des marchandises sur les côtes indiennes et avec les îles voisines du sous-continent indien. J'ai une carte quelque part. On verra la carte après. Première chance dont ils bénéficièrent, la presque totalité des armateurs traditionnels spécialisés dans le cabotage avaient alors abandonné la partie à cause de la concurrence avec les compagnies navales britanniques qui commençaient dès qu'elles commencèrent à disposer de navires à vapeur. Ah, voilà. Donc vous voyez Tuticorin, pour ceux qui ne situent pas, et Cuddalore, là sur la droite, sur la côte orientale du Tamil Nadu. Ça, c'est la famille donc d'armateurs qui ont été les premiers à avoir l'idée de faire du cabotage. Ça, c'est pour montrer l'usage des barques, mais à Colombo, parce que je n'ai pas trouvé d'autres photos aussi bonnes. Et ça, il y a encore les panneaux des anciennes compagnies britanniques à l'endroit où je travaillais. Aussi, donc, quand les Anglais se sont retirés à leur tour après l'indépendance, il y eut un vide à combler dont profitèrent ces nouveaux entrants. Il est intéressant de noter aussi, sur le plan sociologique, que c'est un rare exemple de succès économique qui soit dû exclusivement à des populations encore largement marginalisées, socialement et économiquement, aujourd'hui en Inde. Plusieurs facteurs expliquent le succès inattendu de cette industrie locale. Mais peut-être le principal d'entre eux, et le plus intéressant à mon sens, tient à la forme et à la nature des navires que ces petits armateurs locaux donnèrent à leurs nouveaux cargos et qui semblaient aller contre tous les principes de la construction navale et de la navigation maritime. Alors que les charpentiers de marine locaux qu'ils employaient étaient parfaitement capables de bâtir des bateaux très bien adaptés à la haute mer, ce n'est pas ce qu'ils leur demandèrent de faire. Les cargos en bois qu'ils utilisent encore aujourd'hui sont en effet de simples répliques des petites barges à voile d'une douzaine de tonneaux qu'ils utilisaient pour transborder des marchandises dans les ports de la région, mais dont la taille peut être multipliée désormais jusqu'à 100, c'est-à-dire 1 millier de tonneaux. Certes, ces cargos en bois ont connu quelques modifications dans le temps. Certains furent équipés de 2, 3, voire même de 4 mâts. Je crois que je vous ai montré déjà une image. Attendez, on revient. Voilà. Vous voyez un de ces navires dans les années 70. Et ils pouvaient utiliser jusqu'à une vingtaine de voiles, jusqu'à leur motorisation vers la fin des années 1980. Les derniers cargos exclusivement à voile ont circulé en 2004, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, même si leur voilure s'est maintenant réduite à presque rien. De même, la motorisation conduisit à affiner leurs poupes et ils furent aussi équipés, mais très tardivement, donc très récemment plutôt, d'un pont puis d'une cabine. Mais les charpentiers de marine que nous connaissions ont toujours minimisé la signification de ces modifications, en expliquant que c'était seulement des changements accessoires à leurs yeux et en insistant plutôt sur le fait que la structure fondamentale de ces cargos
comme la manière de les fabriquer n'avait jamais véritablement changé depuis le temps où ils faisaient les barges. Ainsi, la caractéristique première qui distingue encore radicalement aujourd'hui ces cargos de presque tous les autres navires faits pour naviguer en mer, y compris les autres cargos artisanaux fabriqués en Inde, tient à 2 traits. Il y a d'abord le fait que le fond de leur coque est pratiquement plat, ce qui les rend extrêmement dangereux à naviguer par mauvais temps ou par de forts courants. Le nombre élevé de naufrages dont ils sont victimes en témoigne de manière éloquente, et cela explique aussi la difficulté qu'ont les petits armateurs ou leurs propriétaires à les faire assurer. Et le second de ces traits est la lourdeur extrême et la solidité de leur charpente, qui est faite pour résister, sûrement pas à toutes les tempêtes, mais sûrement aussi à tous les chocs lors de leur chargement et de leur déchargement. Voilà, ça c'était les barges qui ont servi au départ, qui étaient à l'origine de ces cargos. Donc voilà aussi une photo qui date des années 70, la fin des années 70. Ça c'était un des capitaines qui nous dessinait les voiliers, puisqu'il avait été apprenti sur ces cargos alors qu'ils étaient exclusivement à voile. C'est les cabines. À nouveau des photos des cargos. Et ça, c'est pour montrer la lourdeur de la charpente. Et il faut ajouter à cela un autre trait caractéristique et un autre avantage important sur le plan financier. Comme ils sont en bois et possèdent des voiles, ces cargos disposent d'un régime réglementaire particulier en Inde qui les exempte d'un grand nombre de contraintes coûteuses qui incombent à tous les autres navires marchands de même taille ou plus grands. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle ils continuent d'être faits en bois et conservent des voiles à bord, même s'ils ne les utilisent pratiquement plus depuis une vingtaine d'années. Ainsi, ne sont-ils pas obligés de faire appel à un personnel qualifié statutairement et plus cher à employer, comme c'est le cas pour les autres navires de taille équivalente. De fait, presque tout le personnel navigant se recrute dans les villages de pêcheurs, aussi attenant au chantier naval, où ils sont fabriqués et ils sont formés sur le tas. Par ailleurs, comme c'était autrefois le cas en France, l'équipage n'est pas, pour les bateaux de pêche, l'équipage n'est pas salarié, mais se voit attribuer une part des profits du navire proportionnelle à leurs compétences, et après qu'aient été déduits les frais de fonctionnement du bateau, et la part du propriétaire qui est de l'ordre de 60%. L'avantage de ce système n'est pas seulement d'être moins coûteux et d'être proportionnel aux gains obtenus dans la saison, mais aussi, comme on nous l'a expliqué, d'inciter l'équipage et surtout le mécanicien, le pilote et le capitaine à participer pleinement à la bonne gestion matérielle et financière du navire. Un des enjeux cruciaux de la rentabilité de ces cargos n'est pas seulement en effet de savoir d'en préserver l'intégrité et de les entretenir au mieux, une tâche dont on ne saurait sous-estimer l'importance sur cette sorte de cargo en bois, mais c'est aussi d'obtenir de façon régulière les cargaisons qu'ils transporteront et de choisir les routes et les opportunités qui permettent d'en optimiser l'usage. Or, c'est une responsabilité que se partagent les armateurs et les capitaines de vaisseaux, qui sont souvent les mieux placés pour ça, étant en contact direct dans chaque port avec les intermédiaires de toutes sortes dont dépendent les opportunités à venir qui peuvent se présenter. On peut ajouter que ces communautés de pêcheurs ont réussi avec ces cargos pour l'instant, non seulement à préserver des compétences artisanales qui sont transmises maintenant depuis près d'un siècle, mais aussi à se réinventer une identité professionnelle reconnue et qui est valorisée nationalement et même internationalement. On les retrouve aujourd'hui, des charpentiers, des calfateurs et des marins originaires de cette côte, de cette partie de la côte plus précisément, non seulement au Tamil Nadu, mais aussi sur le versant occidental du sous-continent indien et dans de nombreux ports du Golfe Persique.
En effet, ces cargos en bois ne sont pas vendus seulement aux armateurs locaux au Tamil Nadu, mais aussi aux commerçants et armateurs d'autres régions côtières de l'Inde et des îles avoisinantes, quand ce n'est pas du golfe Persique, qui les rachètent généralement de seconde main après une vingtaine d'années d'usage avant de les faire retaper complètement. Et ce sont les artisans du Tamil Nadu, donc ces mêmes artisans, qui sont toujours employés à la fois pour les entretenir et pour les radouber. Il y aurait encore beaucoup à dire. Attendez, je vais vous montrer encore quelques images. Donc ça, c'est un intermédiaire. Là, ça c'est le... On retape entièrement des bateaux qui sont dans cet état. Et là, c'est une photo qui, pour les historiens qui s'intéressent à ce genre de choses, est assez fascinante, parce que, vous voyez, ça se passe sur la côte occidentale de l'Inde, et en fait, c'est un bateau c'était un navire qui avait été racheté et qui avait été fait au Gujarat, donc avec une coque en V, et les artisans du Tamil Nadu ont aplati sa coque, plutôt que donc pour le rendre moins navigable, mais plus utile sur le plan économique. Il y aurait donc encore beaucoup à dire. Attendez, si j'ai encore des photos sur les conditions qui ont permis à cette forme artisanale de transport maritime de prospérer en dépit de son archaïsme apparent. Mais je voudrais conclure cette partie en insistant sur le fait que la longévité dont cette industrie artisanale a fait preuve depuis près d'un siècle maintenant a été rendue possible aussi parce que les évolutions technologiques considérables que le commerce maritime connaissait pendant la même période non seulement n'ont pas nui à l'existence et à la rentabilité de ces cargos, elles les ont plutôt favorisés. Au fur et à mesure qu'augmentait la taille des cargos et que se généralisait l'usage du container, la niche économique dont dépendait leur prospérité s'est en fait accrue. Une majorité de ports est devenue moins accessible encore aux cargos de facture plus récentes, et c'était les seuls où ils pouvaient pénétrer et où ils pouvaient accoster. Et la systématisation de l'usage des containers a rendu les firmes qui les possédaient de plus en plus récalcitrantes, donc celles qui possèdent des containers, à transporter certaines catégories de vrac mal adaptées à cette sorte de contenant. De plus, les autres armateurs hésitent toujours plus à perdre leur temps avec de petites cargaisons de marchandises coûteuses à assembler en nombre suffisant pour remplir leurs containers, mais qui n'en continuent pas moins de transiter localement par le biais du commerce maritime. Ajoutons enfin un autre facteur qui a joué à leur avantage, qu'en dehors du commerce avec les îles, la concurrence avec le train et avec les camions a été relativement ralentie en Inde jusqu'à maintenant par la piètre qualité du réseau routier et la relative inefficience du réseau ferroviaire sur la côte occidentale de l'Inde. C'est ainsi qu'entre les cargos de facture modernes et des cargos artisanaux s'est maintenue une forme de complémentarité inédite dont ces derniers ont su bénéficier depuis près d'un siècle maintenant. Il est bien sûr difficile, cependant, de prédire combien de temps une telle complémentarité va se maintenir. Les armateurs qui possèdent ces cargos sont d'ailleurs assez pessimistes à ce sujet, tout autant pour des raisons d'ordre économique que pour des raisons d'ordre socioculturel, sur lesquelles je reviendrai à la fin de cet exposé. Mais cela n'a pas empêché récemment qu'après 3 ou 4 années difficiles, où aucun nouveau cargo n'était sorti de leur chantier, la situation soit brusquement éclaircie. Ainsi, quand nous sommes venus filmer ces chantiers, il y a seulement 2 ans et demi de cela, l'atmosphère avait changé, même si les armateurs préféraient à ce moment-là reconstruire complètement d'anciens cargos plutôt que d'en bâtir des nouveaux à cause de l'inflation du prix du bois. 8 ou 9 d'entre eux
était en cours de réfection dans les 2 principaux chantiers navals de la région, soit autant que dans les années les plus fastes. Ça, c'est des cargos qu'on a transformés, c'est pour montrer comment on les refait. C'est un cargo qu'on a rehaussé, celui-là, celui en haut, d'un étage total, d'un nouveau niveau, et celui d'en bas, on l'a fait passer de 350 tonnes à 1000 tonnes en le coupant en 2 et en rebâtissant, enfin en recréant une partie centrale. Mais je vais laisser maintenant les cargos en bois du Tamil Nadu pour en venir à la comparaison que j'avais annoncée en introduction. Ça, c'est pour dire que quand on refait ces cargos au bout de 15 ou 20 ans, on repart vraiment pratiquement de rien. Il y a très peu de différence en réalité entre le sort de radoub qu'ils font et des nouveaux cargos. C'est juste en fait, le seul avantage d'ailleurs qu'ils disent avoir, c'est le bois. C'est uniquement pour ça qu'ils préfèrent acheter des cargos anciens. Ce n'est pas seulement en Inde, en effet, qu'a réapparu l'idée de réinventer des cargos à voile depuis leur ancienne prédominance. Tel a été le cas ailleurs dans le monde, et comme le comparatisme est un des ressorts de l'anthropologie, il n'est pas surprenant que je me sois intéressé aux initiatives qui ont émergé dans cette perspective en France au cours des 2 ou 3 dernières décennies, dès que j'en ai découvert l'existence. Il est encore trop tôt pour savoir quel sera l'avenir de cette nouvelle filière, ou même si elle en aura un, mais pour avoir eu la chance de rencontrer plusieurs des acteurs impliqués, architectes navals, marins, entrepreneurs, financiers, à l'occasion du documentaire que nous avons tourné en 2023 et que Vincent l'a précisé, qui est en accès, que vous pouvez voir si ça vous intéresse sur YouTube, il m'est apparu qu'au-delà des différences manifestes entre les 2 contextes, il y avait des parallèles intéressants à faire ressortir qui permettaient aussi de faire comprendre des enjeux d'ordre plus général que ces 2 cas étudiés. On peut déjà noter que même s'il bénéficie d'une médiatisation incomparable et tout à fait différente, le nombre de navires en passe d'être lancés aujourd'hui. Donc, si on compare les cargos en bois de l'Inde et les cargos qui sont faits aujourd'hui en Bretagne principalement, enfin ils ne sont pas fabriqués en Bretagne, à voile, est pratiquement identique en France et en Inde. On a à peu près les mêmes quantités, c'est-à-dire un peu moins d'une dizaine dans les 2 cas cette année, par exemple, ou l'an dernier. C'est-à-dire quand même une quantité très marginale, ce qui explique déjà la condescendance avec laquelle leur existence a été perçue jusqu'à très récemment en France et en Asie du Sud. Mais cela ne doit pas faire sous-estimer leur importance au plan régional. Ainsi, dans le cas indien, comme on l'a vu rapidement avant, leur importance économique est double. Elle se joue d'abord au niveau local, où une part importante des familles qui appartiennent à la communauté des pêcheurs de la région tirent une bonne partie de leurs revenus de leur fabrication et de leur exploitation, ce qui est loin d'être négligeable dans cette partie du monde qui souffre d'un sous-emploi chronique, mais tout aussi important est le rôle qu'ils jouent dans l'animation des ports secondaires, non seulement au Tamil Nadu, mais aussi bien sur la côte occidentale de l'Inde et dans les îles avoisinantes. Or, même si on ne peut sûrement pas en dire autant aujourd'hui dans le cadre français, ce sont bien les mêmes bénéfices économiques, à la fois qui sont escomptés pour raviver l'activité des ports secondaires, alors que c'est donc l'activité de ces liée aux nouveaux cargos à voile, qui sont escomptés pour raviver l'activité des ports secondaires, alors que ces derniers ne servent le plus souvent aujourd'hui que de parkings sinistres à bateaux de plaisance rarement utilisés. C'est ce qui justifie, de leur propre dire, que des régions comme la région Bretagne ou Bordeaux-Aquitaine supportent avec enthousiasme, sinon avec beaucoup de moyens, les initiatives existantes pour un retour du cabotage et de la voile de travail sur les côtes françaises.
À cela s'ajoute leur volonté de préserver et de revaloriser le patrimoine maritime local, idée d'autant plus précieuse aux yeux des autorités locales que l'on connaît la sorte d'aura dont bénéficie l'image des grands voiliers dans le public et la manière dont leur présence peut bénéficier à l'image de ces ports secondaires. On a vu aussi par ailleurs que les caractéristiques propres aux cargos en bois du Tamil Nadu leur permettaient de disposer de créneaux commerciaux où les cargos de facture plus modernes pouvaient difficilement les concurrencer. Mieux que cela, les évolutions technologiques du secteur, loin de seulement les défavoriser, pouvaient leur permettre d'élargir la niche économique dont ils bénéficiaient. Or, je me suis rendu compte avec une certaine surprise qu'une logique très similaire était appliquée par les entreprises les plus prometteuses qui cherchent à développer des cargos à voile en France. Neoline est une entreprise maritime de pointe que vous connaissez probablement, qui est créée à l'initiative d'anciens capitaines de marine marchande et qui est financée aujourd'hui par CMA-CGM et qui va très prochainement ouvrir la première ligne transatlantique régulière existante de voiliers de commerce. Or, même s'il s'agit dans ce cas de navires un peu plus importants que mes cargos indiens, avec un tonnage prévu de 5000 tonnes, les deux avantages décisifs sur lesquels cette compagnie entend fonder sa viabilité sont très proches de ceux qui ont permis le succès des cargos en bois du Tamil Nadu. Il y a d'abord le fait qu'à la différence de la plupart des cargos actuels, cette nouvelle ligne reliera directement des ports secondaires entre eux, comme Saint-Nazaire, Saint-Pierre-et-Miquelon et Baltimore, en tout cas dans un premier temps. Cela devrait compenser, en tout cas c'est ce qu'ils espèrent, le délai de quelques jours supplémentaires lié à l'emploi des voiles. Les marchandises n'auront pas à transiter par les grands hubs portuaires congestionnés où les cargos de plus grande taille sont obligés d'accoster et leur arrivée à destination finale ne sera pas ralentie non plus par de longs trajets en camion sur des routes souvent encombrées. Et tout comme dans le cas des cargos du Tamil Nadu, un autre argument est utilisé par Neoline auprès de ses chargeurs. Il consiste à faire valoir leur capacité à embarquer des marchandises hors normes, difficiles à transporter par container. Il s'agit par exemple du transport de petits voiliers de plaisance entre la France et les États-Unis par une des grandes firmes spécialisées dans ce domaine, Bento, pour ne pas le citer, avec qui ils ont déjà des contrats. Ce dernier argument vaut aussi d'ailleurs pour d'autres firmes qui militent également pour le retour de la voile dans le transport maritime. C'est parce qu'ils ont été capables de convaincre les responsables d'Ariane que le transport d'un étage de fusée était compatible avec l'usage de voiles rigides que l'un des consortiums les plus avancés dans cette technologie, VPLP et Zéphyr Boré, ont été sélectionnés pour cette tâche. Ça, c'est Neoline avec leur nouveau navire en construction et le Canopé que vous connaissez sûrement. D'une manière générale, le succès initial des entreprises les plus prometteuses qui promeuvent le retour de la voile et de l'énergie éolienne va dépendre de leur capacité, donc aussi dans ce même cas, de façon similaire au premier exemple, à trouver des niches économiques spécifiques qui échappent au commerce maritime de masse et qui lui sont complémentaires. Tel est le cas de la compagnie Grain de Sel ou d'autres petites entreprises de voiliers qui misent plutôt sur le transport de biens de petite taille à haute valeur ajoutée, alcool, café, chocolat, etc., en renouant paradoxalement avec les tout débuts du commerce maritime international et en jouant de leur image sur le plan écologique. On peut d'ailleurs se demander, pour introduire ici une brève parenthèse historique, si le fait de voir non seulement coexister, mais aussi s'imposer à une époque donnée des navires de commerce plus lents et moins adaptés à la mer que ceux qui existaient déjà n'est pas sans antécédent. L'exemple qui m'est venu en tête, mais vous en savez beaucoup plus que moi à ce sujet, est celui des navires de la flotte de commerce hollandaise au XVIIe siècle, qui étaient plus lourds et plus lents,
moins bien adaptés aussi à naviguer en haute mer que leurs prédécesseurs vénitiens ou portugais, mais qui ne se sont pas moins imposés pour un temps dans le commerce maritime international avant que leur place soit prise par les Anglais. Mais pour en revenir au temps présent, la question écologique à laquelle j'ai fait référence à propos de grains de sel, ou l'argument écologique, me conduit également à noter une autre similitude importante dans le cadre de la comparaison que je viens d'esquisser. C'est le rôle décisif du cadre administratif et légal dans les deux cas qui nous intéressent ici. Il est vrai qu'en ce qui concerne le retour de la voile de travail en Europe, contrairement au cas indien, le cadre réglementaire est plutôt un obstacle parce qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui encore aux propriétaires de navires à voile, qu'ils soient modernes ou anciens, de faire homologuer leurs navires pour le transport des marchandises. Mais, comme en sont aussi conscients tous les acteurs impliqués dans cette nouvelle filière, ils disposent maintenant d'un véritable joker sur le plan réglementaire. En effet, à supposer que Trump ne fasse pas dérailler les bonnes initiatives en cours dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, l'OMI a pris l'excellente résolution de promouvoir une décarbonation totale du transport maritime à relativement court terme, 2050 en théorie. Et de nouvelles obligations existent depuis 2023 en ce sens, qui, si elles sont respectées, ce qui ne va pas toujours de soi, obligeront les cargos existants à diminuer chaque année leur degré d'émission en carbone de manière conséquente. Même si certaines des technologies proposées dans ce but, donc des technologies de style éolien, éoliennes, ne sont pas vraiment convaincantes à ce jour, l'idée de faire usage de cerfs-volants par exemple, c'est aussi sur cette obligation que misent certaines des compagnies qui cherchent à développer des modes de propulsion complémentaires de type éolien, susceptibles de permettre des économies de fuel, tout en pouvant être adaptés à faible coût sur les cargos existants. Il y a aussi le fait là, que une des façons les plus simples de réduire l'émission en carbone est de ralentir la vitesse des bateaux, et que c'est bien sûr un avantage, dans ce cas-là, pour les cargos à voile. Ainsi, quand nous tournions notre film en 2023, tous les acteurs de la filière éolienne rencontrés soulignaient un véritable changement d'attitude à leur égard au cours des 2 ou 3 dernières années dans le milieu professionnel maritime. Depuis 4 ou 5 ans, un nombre croissant de chargeurs, d'industriels et d'armateurs commence à leur prêter l'oreille, non seulement à cause des nouvelles réglementations mises en place par l'OMI pour décarboner le commerce maritime, mais aussi parce qu'ils ont réalisé que même si l'usage de l'énergie éolienne n'était pas la seule alternative envisageable pour verdir, entre guillemets, le commerce maritime, et pas nécessairement d'ailleurs à leurs yeux la plus convaincante, elle n'en était pas moins particulièrement séduisante en termes d'image de marque. Et quand on sait l'importance de ce qu'on appelle la com, j'ai découvert ça en rencontrant les armateurs, en rencontrant les gens à CMA CGM, l'argument est loin d'être négligeable, d'autant que, ça vous le savez tous, qu'après avoir été longtemps épargné de ce point de vue, le commerce maritime est régulièrement attaqué désormais pour les graves pollutions dont il est responsable. À cela s'ajoute une autre considération, à savoir que les investissements consentis dans ce domaine pourraient même se révéler, sait-on jamais, des investissements d'avenir à un prix extrêmement peu coûteux à l'heure actuelle, si cette filière éolienne devait réellement se développer. C'est pour ça que beaucoup des grands armateurs, Michelin ou d'autres, acceptent de se lancer là-dedans. Ce ne sont plus seulement ainsi des institutions publiques qui s'intéressent aujourd'hui à un retour potentiel de la voile dans la marine marchande, des compagnies aussi importantes que Airbus, Renault, Michelin, CMA CGM, Ariane Espace, LVMH, se sont toutes mises de la partie, mais il est d'autant plus désolant de constater, du même coup, que l'on assiste pendant ce temps à la situation pratiquement inverse. Non seulement le sort futur de cargos artisanaux, comme ceux que j'ai étudiés,
continue de susciter indifférence ou hostilité. Je pourrais expliquer pourquoi, mais je n'ai pas trop le temps. Mais les communautés et les artisans dont dépend leur existence ne sont pas loin de partager désormais ce désamour, soucieux de voir leurs enfants adopter des activités moins exigeantes que la construction navale ou la navigation et plus prestigieuses socialement, un métier dans l'administration ou dans l'industrie informatique par exemple. Le paradoxe est ainsi que si cette petite industrie navale a survécu néanmoins jusqu'à ce jour et que des investissements importants y sont encore consentis aujourd'hui, c'est pour des raisons pratiquement opposées à celles qui favorisent le retour potentiel de la voile dans le contexte français. Dans ce dernier cas, en effet, c'est parce qu'une telle perspective résonne toujours plus avec l'esprit du temps et qu'elle séduit de plus en plus de gens qu'elle a le vent en poupe, alors même qu'elle n'a encore jamais réussi véritablement à prouver sa viabilité sur le plan économique et financier, ou même technologique pour certaines des solutions proposées. Alors qu'en Inde, même s'il n'y a plus grand monde qui reste effectivement attaché à la survie des cargos en bois ou qui soit convaincu que cette activité est un avenir à terme, cette petite industrie ne demeure pas moins suffisamment lucrative sur le plan financier, ou lucrative, tautologie, pour convaincre ceux qui s'y trouvent impliqués à un titre ou un autre de ne pas y renoncer. Mieux que cela, j'ai pu constater que la pratique continuait d'en être transmise à une nouvelle génération dans l'incapacité où elle était souvent de concrétiser ses rêves d'ascension sociale. Aussi voit-on encore des jeunes s'y impliquer, même si c'est souvent à reculons. Le contraste entre les deux situations permet aussi de souligner un paradoxe dont dépend, à mon sens, le futur de ces deux industries et qui est lié d'abord à la manière dont l'histoire de la construction navale est perçue aujourd'hui. C'est là où je m'adresse plus spécifiquement à vous tous en tant qu'historien maritime. Aux yeux du grand public, en effet, cette histoire reste profondément structurée par l'idée qu'existerait une succession de périodes bien tranchées au cours desquelles s'imposeraient, à la suite les uns des autres, de nouveaux modes de fabrication et de locomotion, tandis que les précédents seraient du même coup historiquement dépassés. L'exemple emblématique de cette manière de voir les choses est, bien entendu, le passage de la voile au moteur, mais aussi le remplacement du bois par le fer pour la fabrication des cargos. Bon, je ne parle pas ici de la navigation de plaisance. Cette conception de l'histoire maritime détermine aussi la manière dont se trouvent appréhendées les périodes historiques caractérisées par l'usage simultané de différents modes de locomotion ou par l'emploi hybride de plusieurs modes de locomotion sur un même navire. Et elles sont généralement définies comme de simples périodes de transition dans l'histoire de la construction navale. Mais si l'on regarde sous un angle différent les données, même grossières, dont on dispose, on peut tout aussi bien inverser complètement ce raisonnement. Depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle, et dans certains cas jusqu'à la fin du XIXe, une pratique commune en Europe a été, comme vous le savez fort bien, de combiner l'usage des voiles et des rames. Ça s'appelle des galères. De même, pendant la plus grande partie du XIXe siècle, l'usage de la voile et de la vapeur se trouvait associé sur de nombreux navires. C'est seulement ainsi, en fin de compte, pendant un peu plus d'un siècle, que l'on a réellement utilisé, de manière plus ou moins exclusive, la voile en Europe pour propulser les navires. De même, en ce qui concerne l'usage du moteur, et si l'on sort de l'Europe, les cargos en bois qui font usage partiellement de voiles, ou complètement parfois, se sont maintenus jusqu'à très récemment sur de nombreuses voies maritimes. Plutôt que de considérer ainsi comme de simples périodes de transition les périodes au cours desquelles on assiste à la cohabitation ou à la coexistence de modes de propulsion variés, on peut dire tout aussi bien qu'elles représentent la norme plutôt que l'exception.
Et cette façon de voir les choses sera d'autant plus convaincante si l'on assiste réellement à un retour de la voile dans la marine marchande, limitant ainsi la période où les navires à moteur seuls auront totalement prévalu, en dehors de la présence toujours, à un peu plus d'un siècle seulement. Je voudrais maintenant terminer brièvement mon propos, si j'en ai encore le temps, oui, en suggérant pourquoi un tel changement de paradigme n'est pas, à mon sens, purement académique ou, pire encore, rhétorique. Personne ne peut douter, en effet, que des enjeux financiers et économiques, mais aussi des critères d'efficience, aient toujours joué un rôle crucial dans les évolutions en cours dans l'histoire de la marine marchande. L'accroissement spectaculaire de la taille des supercontainers en est encore un témoignage criant. Mais ce ne serait pas moins une erreur de sous-estimer les facteurs d'ordre socio-culturel qui influent parfois autant, et dans certains cas même davantage, sur cette histoire. Ainsi, comme on l'a vu, il est paradoxal de constater que l'existence de cargos en bois est plus menacée que jamais aujourd'hui en Inde, alors qu'on en a rarement mis davantage en construction et qu'ils continuent d'être largement rentables, comme tous leurs propriétaires en témoignent. À s'en tenir en effet à des critères purement financiers, j'étais assez surpris, je dois le dire, ne connaissant rien à ces questions, de découvrir que les cargos en bois du Tamil Nadu semblaient pratiquement aussi profitables en termes de retour sur investissement, toute proportion gardée bien sûr, que les navires de marchandises les plus modernes affrétés par des compagnies et des armateurs comme CMA, CGM. Mais la principale menace qui pèse sur ces derniers est, comme on l'a vu, liée à un préjugé profondément enraciné dans les esprits en Inde, selon lequel ils appartiendraient de facto à une époque révolue de l'histoire navale. S'y ajoute aussi le fait, comme je l'ai indiqué, que les métiers qui leur sont associés sont de plus en plus déconsidérés aujourd'hui. Or, c'est une configuration exactement inverse à laquelle on assiste avec le retour de la voile en Europe. Tous mes interlocuteurs français soulignaient qu'un des obstacles principaux auxquels ils s'étaient très longtemps heurtés tenait exactement au même préjugé qu'en Inde, à savoir que la voile de travail appartenait définitivement au passé, quitte à lui reconnaître, justement pour cette même raison, un réel intérêt sur le plan patrimonial. Je vais vous montrer un peu. Je vais avancer un peu. Voilà, bon, ça c'est la conception commune de l'histoire de la navale. Et ça, c'est bon, une autre façon de voir les choses. Et attendez, voilà. Ah oui, ça c'est la conception patrimoniale. Voilà. Or, depuis peu d'années cependant, tous notaient un changement spectaculaire d'attitude à leur égard. L'hypothèse d'un retour de la voile dans la marine marchande bénéficie désormais d'une image bien plus favorable qu'elle n'en a jamais connue auparavant, et cela pas seulement, comme je l'ai dit, auprès des jeunes ou du grand public, avec pour conséquence aussi de valoriser les emplois potentiels qui commenceraient à lui être liés. La seule difficulté, à ce qu'on m'a dit que non pas les armateurs qui cherchaient à affréter des cargos à voile, c'est à trouver du personnel. Il y a énormément de demandes pour les postes, pour occuper des postes sur leurs bateaux. Et cela, et c'est ça le point important, en dépit du fait qu'aucune initiative dans ce domaine n'a pu encore, à ma connaissance, réellement démontrer sa viabilité sur le plan économique ou financier, et même pas souvent sur un plan purement technologique. Soit, pour résumer ce qui précède en deux propositions, on pourrait bientôt assister à la fin des cargos en bois du Tamil Nadu, en dépit de leur rentabilité financière et de leur viabilité économique, mais l'on pourrait assister au même moment au retour des cargos à voile en Europe, en dépit de leur manque de rentabilité actuelle et du peu que l'on sait encore sur leur viabilité véritable. Vous noterez que j'emploie le conditionnel dans les deux cas.
C'est d'abord, bien sûr, parce que je ne veux pas me ridiculiser en impliquant que je saurais prévoir le futur, mais c'est surtout aussi parce qu'en utilisant ce conditionnel, j'aimerais souligner le point qui est au cœur de cet exposé, à savoir que le critère déterminant aujourd'hui pour la survie des cargos en bois au Tamil Nadu, mais aussi pour le retour de la voile de travail en Europe, n'est peut-être pas, comme on se l'imagine souvent, d'ordre technologique ou économique. Également crucial pour l'avenir des uns et des autres est la représentation communément répandue de l'histoire navale en Inde comme en France et partout ailleurs dans le monde. Ainsi, mettre l'accent sur la combinaison et la coexistence de différents modes de locomotion et de fabrication des navires ne relève pas seulement aujourd'hui, à mon sens, d'une simple question d'historiographie. C'est tant que survivra implicitement ou explicitement l'idée que certaines technologies seraient plus ou moins inéluctablement condamnées par l'histoire, ou plutôt tant que survivra cette idée, le risque demeure que des alternatives dont on peut aisément ignorer l'existence à cause de leur marginalité, à un moment donné, disparaissent entièrement, comme cela pourrait bien être le cas avec les cargos en bois du Tamil Nadu, ou bien alors ne parviennent pas véritablement à émerger, comme cela pourrait être aussi le cas, c'est encore une possibilité, avec le retour de la voile en Europe, avant même qu'on ait pu véritablement évaluer le potentiel qu'elle représentait ou qui pourrait être encore le leur. En bref, ça veut dire que, en tant qu'Académie de Marine, je pense que c'est un peu votre responsabilité, et aussi en tant qu'historien, personnellement, de changer ce point de vue, dont je suis sûr que vous ne le partagez pas, mais qui est effectivement très courant, enfin, qui est totalement courant dans le public, ça j'ai constaté, et qui était très courant aussi dans les milieux professionnels. Merci beaucoup de votre attention. Oui, merci infiniment pour cette présentation là, des chantiers du Tamil Nadu. En fait, il y aurait des tas de questions parce que votre propos introduit touche à énormément de sujets. Cargo en bois, cargo à voile, parce que les deux choses ne sont pas forcément identiques. Et moi, ce qui m'avait intéressé, j'ai eu l'opportunité, j'ai eu la chance de travailler au Pakistan dans le delta de l'Indus sur les chantiers de Korangi. Oui. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, quand j'ai fait cette étude, à une époque où on pouvait encore difficilement, mais on pouvait travailler au Pakistan, c'était la similarité, la similitude extraordinaire des modes de construction qu'on retrouve dans l'Antiquité. Donc j'ai regardé votre bouquin en passant parce que vous n'en parlez pas, c'est les modes de ployage des bois, mais j'ai vu que vous faisiez exactement comme au Pakistan. C'est-à-dire vous utilisez encore des systèmes de taquets coinceurs sur le sable des plages avec le feu et non pas les tuves. Les pratiques là, l'outillage, j'ai vu quelques images, on voit en même temps de l'outillage traditionnel et de l'outillage récent, contemporain, donc il y a un mariage. Et je me posais la question, quand vous dites finalement c'est de la construction récente, vous étudiez ça depuis une dizaine d'années, ça fait moins d'un siècle au fond qu'on s'est mis à reconstruire des cargos à voile, en bois. D'où viennent les traditions, c'est-à-dire qu'est-ce qui préexistait, parce qu'en général la construction navale c'est quand même ça procède de sauts, mais chez des gens qui maintiennent l'existence de traditions de construction. On n'invente pas la construction en bois, où en général on finit dans l'immergé, ce qui arrange l'archéologue sous-marin que je suis, parce que ça nous donne du boulot. Je ne suis pas sûr que ça soit rentable pour l'armateur. Voilà, il y a toutes ces questions. Le tonnage, parce que je ne l'ai pas noté, mais vous ne parlez pas du tonnage de ces bateaux. Le tonnage moyen, on voit à peu près que ces bateaux d'une trentaine de mètres. Oui, alors, pour répondre brièvement aux différentes questions, d'abord la dernière, oui, je l'ai dit, mais trop rapidement, c'est des bateaux qui ils ont un tonnage qui vont en gros entre 250 et 1000 tonnes. Mais là, vous parlez de port en lourd, pas de déplacement. Quoi? De tonneaux. C'est comme ça qu'ils raisonnent en termes de tonneaux. Ouais, parce que j'essaye de et qui ont une taille de 30 mètres à peu près de long, ouais. Vous avez bien évalué. Et en gros, ce qu'ils expliquent, c'est que en fait, s'ils choisissent
la moyenne, la plupart d'entre eux, c'est eux, ils font pas la différence entre... Ils considèrent, alors je sais que c'est très approximatif, mais ils pèsent pas leur bateau, ils considèrent qu'il y a un équivalent entre le nombre de tonnes, de ce qu'ils appellent des tonneaux de marchandises à transporter, et leur poids. Ils disent que c'est plus ou moins, tout en sachant que les bateaux sont extrêmement lourds. Hein, c'est vraiment, ils sont extrêmement lourds, mais en fait, bon, ça c'est la réponse à peut-être à la première question. Ce que je voulais dire, non, c'est qu'ils choisissent 350 en moyenne. La plupart ont 350 tonnes. Alors, pour eux, c'est comme ça qu'ils les évaluent, mais pour des raisons économique en fait, c'est-à-dire ils considèrent que 350 tonnes c'est la meilleure quantité de cargaison pour assurer un emploi régulier du bateau. En revanche, par exemple, quand là il faisait un bateau de 1000 tonnes qu'on a vu faire en l'allongeant comme ça c'est pour le golfe Persique, c'était pour le golfe Persique. Donc ils adaptent ça et en fait c'est assez intéressant parce que c'est quand même un pari. Seuls les bons charpentiers de marine font les bateaux à la taille que veulent leurs commanditaires. Et par exemple, ceux qui sont néophytes peuvent se tromper et faire des bateaux qui sont aussi bons généralement, mais qui sont relativement plus petits ou plus grands. Vous voyez, il y a une espèce d'enjeu comme ça. Donc ça, c'est un point dont on pourra discuter ensemble. Alors, mais oui, peut-être la seconde réponse à votre question. Oui. Alors, je l'ai dit aussi, mais beaucoup trop vite, la transmission des techniques se fait par les bateaux de pêche. Et il y a d'autres, voilà, et il y a d'autres régions. Alors d'autres régions côtières de l'Inde où par contre il y a une continuité beaucoup plus grande, en particulier sur la côte occidentale où là on a construit des cargos en bois à peu près de la même taille, à peu près de manière continue pendant sans interruption. En revanche, ces endroits-là, justement, à ces endroits-là, les cargos, ils ne sont plus fabriqués aujourd'hui et ils ont été remplacés par ces cargos en bois du Tamil Nadu, qui étaient un peu comme des espèces parasites, si vous voulez, qui étaient des nouveaux arrivants, parce qu'il y a une très longue tradition de construction navale sur la côte orientale de l'Inde, mais elle s'était complètement perdue à l'époque coloniale. Donc eux ont littéralement, et c'est ça qui était intéressant, localement, ils ont réinventé totalement les cargos, et justement sur ce modèle différent et nouveau, qui était comme des barges géantes, en fait. Alors, parce que j'ai le micro, juste pour en finir, parce que sur les pratiques sylvestres, puisque la construction en bois présuppose de l'approvisionnement, donc on le voit dans l'histoire des moments où finalement il y a pénurie, on ne trouve plus de bois d'œuvre de construction. J'ai aussi eu la chance de travailler dans le sud des Philippines sur la construction navale et on voit comment ça a évolué parce qu'à un moment il n'y a plus de bois et donc les chantiers disparaissent et privilégient d'autres modes de construction. Est-ce que ces charpentiers simplement commandent du bois, il en arrive et bon, ils ne s'inquiètent pas, ou il y a des pratiques sylvestres spécifiques pour alimenter la construction de ces chantiers? Ça, c'est parce que souvent l'évolution va se faire avec ce type de critères extérieurs. On est tributaire de ce qu'on peut acheter comme bois, quoi. On est d'accord, c'est un enjeu fondamental. Alors, ce qui s'est passé, et c'est là où on voit que la survie de cargos comme cela sont liés au sens de l'opportunité des gens qui les fabriquent. Alors, c'était des cargos qui, au départ, étaient faits en teck. Maintenant, le teck, ils en refont aujourd'hui au Kerala, mais ça, c'est une autre histoire dont je parle dans le bouquin. Ça, c'est très récent. C'est uniquement parce que, là, les charpentiers de marine qu'on connaissait n'en croyaient pas ses yeux. Parce qu'aujourd'hui, on achète un peigne en teck. On ne fait pas un cargo. Ils n'avaient jamais vu ça. Mais là, c'était des cargos financés par les familles royales du Golfe, qui font continuer à faire, qui ont décidé, c'était à l'occasion pour un peu de remettre à la mode ce genre de cargo, ils les font faire au Kerala et ensuite ils les amènent dans le Golfe et là ils les décorent en faisant venir des gens de chez Dior, etc., pour continuer la construction. Mais pour répondre à votre question,
ils ont changé de type de bois, alors, mais ils ont trouvé en ce moment, parce que ça change à tous les moments, alors il y a les sources d'approvisionnement, c'est très très cher. Justement le bois, les bois qui sont gouvernementaux, en fait, qui sont dans les GATT, où il y a les dernières forêts de teck et tout. Donc seulement certains, peut-être pour le mât, si vous avez un riche armateur, mais sinon c'est plus du tout utilisé. En revanche, il y a deux choses qui les aident. C'est d'une part qu'ils continuent, ils vont repérer des arbres dans les champs et dans les environs. Et ils les achètent aux fermiers, littéralement. Je l'ai vu faire, j'ai des images de ça, je n'ai pas pu vous les montrer. Et puis surtout, il s'est passé quelque chose d'étonnant, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, il y a l'Inde a la volonté, même si c'est assez laborieux, d'augmenter complètement, enfin d'améliorer son réseau routier. Or, à l'époque coloniale, et un peu comme en France avec les platanes, pour les armées qui défilaient et tout, il y avait énormément de routes qui étaient bordées d'un arbre qui s'appelle l'ilupai, alors j'ai le nom latin si ça vous intéresse, après on peut ça parce que c'est le nom local, mais qui est coupé, et donc les gens qu'on connaissait vont voir les contracteurs qui sont, enfin les responsables de la réfection de ces routes, et achètent beaucoup de leur bois en ce moment, depuis pas mal d'années maintenant, dans ce contexte. Donc c'est vraiment mais tout, et ça c'est un point sur lequel, si j'avais plus de temps, j'aurais insisté, ils ne cessent pas de trouver des nouvelles voies commerciales et de nouvelles façons de faire, en gros. On est vraiment dans la débrouillardise. Aussi, alors ils font venir du bois d'Indonésie, mais c'est uniquement alors là j'ai pas eu le temps de détailler, ça aurait été tout à fait une autre conférence, mais qui aurait été trop longue sur le détail de la fabrication de ces navires, c'est-à-dire que les bordages, tout ce qui est planks, comme ça c'est scié mécaniquement, il y a une scierie mécanique, et c'est acheté. C'est du bois qui est venu de façon, je ne sais pas trop comment, enfin, qu'ils achètent dans des entrepôts en Inde du Sud. Et là, c'est les gens responsables de ces entrepôts, en tant qu'anthropologues, qui ont refusé de répondre à toutes nos questions sur la provenance de ce bois. Mais tout ce qui est la véritable charpente du bateau, oui, toutes les membrures et tout. Je voudrais dire qu'en ce qui concerne les origines, il y a eu quand même au Tamil Nadu le royaume Pallava, qui à l'époque médiévale, avant l'arrivée des Portugais, était considéré comme une nation maritime qui frappait des monnaies avec des navires, qui étaient connus jusqu'en Indonésie. Oui. Moi, j'ai travaillé sur une étape qu'on appelle l'étape de Chencreux, cette étape de navigation par les étoiles, pour traverser le golfe du Bengale. J'ai traversé ça grâce à un universitaire chinois qui m'a traduit le chinois en occidental, et au bureau des longitudes qui, à l'époque, a accepté de me faire d'énormes listings d'étoiles. Je suis arrivé à la conclusion que ça ne pouvait être qu'une connaissance venant du Tamil Nadu qui avait été transmise aux Chinois. Donc il y a eu une très très vieille tradition dans le sud de l'Inde d'une puissante nation considérée au Moyen-Âge comme une nation maritime. Absolument. Donc absolument. Ça ne m'étonne pas que ça... Mais je trouve ça merveilleux que ça ait pu ressurgir. Ça, c'est assez étonnant. Mais vous avez tout à fait raison. En fait, ça a été... Et parce que c'est... Enfin, vous devez connaître sûrement. En fait, c'était par exemple, il y avait un trafic maritime considérable entre la côte orientale de l'Inde, bien sûr, et la Malaisie et l'Indonésie. Mais ça, c'est... toute cette industrie a été ruinée, en fait, par l'arrivée de la vapeur et les compagnies britanniques. Et en fait, les armateurs qui avaient survécu, qui étaient comme ceux du Kerala, qui sont pas les mêmes castes d'ailleurs, qui sont des castes beaucoup plus élevées, qui eux avaient une vraie tradition maritime, parce qu'il y a toujours eu le commerce énormément de liaisons entre l'Inde du Sud et Sri Lanka, mais eux ont
ont arrêté à ce moment-là, et c'est un peu ce que je disais trop rapidement, c'est-à-dire que c'est seulement véritablement à cause des compagnies britanniques et de l'époque coloniale que la vraie tradition d'armateurs a complètement cessé. Et ces gens, ces pêcheurs, en fait, qui étaient de simples pêcheurs, en fait, ont réinventé en quelque sorte le cabotage dans cette partie du monde. Merci. Peut-être dernière question, Bernard, parce qu'effectivement, il faut qu'on tienne nos délais après. Oui, bonjour monsieur. Votre passionnante conférence a réveillé en moi de vieux souvenirs. Au tout début de ma carrière, il y a bientôt 50 ans, j'ai vécu quelques années à Port-Soudan, sur la mer Rouge. Oui. Et il y avait 2 chantiers navals, alors qu'il n'y a pas de bois dans la région. Oui. Il y avait 2 chantiers navals qui fabriquaient des boutres. Les boutres, oui. Les mêmes certainement que ceux du temps de Montfred. Et j'ai le souvenir que le cabotage avec ces boutres dans toute la mer Rouge était très actif. Et je trouve qu'il ressemble beaucoup à ce qu'on a vu là. Et je voulais savoir, c'est ma question, est-ce qu'il y a une transmission régionale qui irait de la mer Rouge à la côte occidentale de l'Inde, en passant par le golfe Arabique? Est-ce que ces boutres sont tous conçus et fabriqués selon à peu près le même système, ou est-ce que culturellement c'est très différent? Non, vous avez complètement raison. Il y a toujours eu, alors vraiment depuis c'est difficile ensuite, moi je ne suis pas historien suffisamment spécialisé, mais en tout cas certainement depuis le 8 ou 9e siècle, une circulation constante et non seulement ça, il y avait des colonies de marchands en provenance du golfe Persique qui étaient dans des ports de l'Inde occidentale et aussi il y avait une circulation et les bateaux, et c'est là où c'était souvent au Kerala, qui étaient fabriqués les cargos qui étaient utilisés jusqu'en Zanzibar en général et l'Afrique orientale. Et ça a duré. Alors ça a pris une nouvelle forme aujourd'hui, justement. C'est ça qui moi, un peu sur lequel je mettais l'accent, parce qu'il y a des travaux très érudits alors sur les périodes dont vous parlez, mais personne n'a travaillé sur le retour de ça. Et alors aujourd'hui, par exemple, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les armateurs du Tamil Nadu, donc, découvrent, montrent, utilisent ces cargos à fond plat pour aller dans les îles Andaman, dans les lacs Swadip, à Sri Lanka, ou même dans le golfe Persique. J'avais une carte où on a mis en point tous les endroits où ils vont, mais ensuite ils sont soit refaits pour eux, soit revendus d'occasion à tous ces mêmes gens qui découvrent que c'est un bon business. Et alors ils circulent aujourd'hui, on en voit littéralement, il y en a pas mal dans le golfe Persique, et il y en a, alors je crois plus qu'il y en ait à Zanzibar et en Afrique orientale, mais surtout que certains de ces cargos, les plus anciens, mais c'est vraiment les plus anciens, là c'est relativement rare, un cargo en bois, en gros, ils ont une 40 années de survie, ils n'ont pas d'accident. Après, c'est-à-dire au bout de 15-20 ans, il faut les refaire totalement. Donc ça fait 35-40 ans. Mais il y en a qui sont refaits 2 fois. Donc les plus anciens, il y avait des charpentiers de marine qui disaient qu'ils savaient que certains de leurs navires qu'ils avaient fait il y a 60 ans étaient circulaient encore. Donc il y a tout un marché d'occasion, en gros, mais qui emploie ces pêcheurs, en fait, ces artisans locaux. Et on les retrouve, et il y en a beaucoup qui vont de façon saisonnière travailler dans le golfe, et ainsi de suite. Voilà. Bien, écoutez, c'était la dernière question. Avant de vous remercier, peut-être un petit mot de conclusion. Effectivement, la propulsion vélique est très française. Oui. N'oublions pas qu'il y a 40 ans, nous avons inventé les paquebots à voile en France. 6 ont été construits en France, dans 2 chantiers qui malheureusement, n'est-ce pas, là, ont disparu, les sociétés françaises de construction navale et les ateliers de chantier du Havre. 2 de ces navires, après 1 500 000 milles parcourus depuis presque 35 ans, battent toujours pavillon français. Et aujourd'hui, 2
plus grands navires du monde, 220 mètres de long, 3 mâts soliciels, 1500 mètres carrés de voiles rigides construits à Lorient, les navires étant construits à Saint-Nazaire, vont sortir l'année prochaine, un l'année prochaine, un en 2025, donc les projets Orient Express. Et effectivement, toutes ces initiatives en cargo à voile, effectivement, vous avez cité Neoline, mais il y en a d'autres, effectivement. Aujourd'hui, la fusée Ariane, à Kourou, propulsée par un navire, effectivement, à propulsion vélique. Pareil pour les pièces d'Airbus, 3 navires, bientôt, là, c'est des rotors Flettner, mais c'est de la propulsion vélique quand même, on va dire. Et donc, beaucoup d'initiatives françaises, quasiment toutes les créations d'entreprises maritimes depuis une dizaine d'années, sont à l'initiative, effectivement, de solutions à propulsion vélique, qui doivent se combiner aussi, parce qu'effectivement, tout dépend de la vitesse des navires. Hein, bien sûr, la voile seule ne peut pas suffire, mais tout dépend aussi de ce qu'on met en complément. Mais c'est cet ensemble qui peut aujourd'hui aboutir, alors qu'on n'est pas encore en 2025, en 2050, en 25 ans, au net zéro, hein, ce qui est l'objectif mondial. Par contre, avec la propulsion vélique, et la France l'a démontré, grâce aussi à la course au large, hein, qui nous a beaucoup aidé à progresser. Les aéros, par exemple, c'est ce fruit-là, cette expérience. Les modèles économiques vont beaucoup tenir compte des taxes carbone qui arrivent, ça y est, ça commence. Donc moins on consomme, moins on émet de CO2 et moins on a de taxes. Donc ça aussi, ça va dans le très bon sens de la propulsion vélique. En tout cas, moi je pense qu'ici, nous sommes des partisans de ce qui pourrait se faire demain. On l'a démontré déjà dans le passé. Beaucoup d'initiatives sont en cours. En tout cas, la propulsion vélique, c'est probablement une des solutions à combiner avec d'autres, bien sûr, pour aboutir à notre objectif extrêmement ambitieux dans 25 ans, de décarboner la flotte mondiale maritime, la marine marchande mondiale, à commencer par les Français. En tout cas, on est bien parti. Merci en tout cas, monsieur, de votre intervention. Alors, avant de passer à notre séance privée, n'est-ce pas, Jean-Marc? Voilà, je vais vous remercier en vous remettant la médaille de la Merci.